Bienvenue, bonjour à tous, bienvenue à la mairie de Bézieux. Je vais commencer par les salutations. Donc, mesdames et messieurs les maires et adjoints au maire, cher Pascal, mesdames et messieurs les élus, monsieur le docteur Bulleux-Haussmann, représentant le collectif Grève Plus, monsieur Cyprien Dubus, représentant madame la députée de la 6e circonscription, mesdames, messieurs, cher Bénédicte. Le collectif Grève Plus, avec le soutien de l'Association des maires de France, de la Fondation de l'Académie de médecine et de l'Agence de la biomédecine dépendant du ministère de la Santé, a lancé il y a quelques semaines une action nationale en proposant aux communes de devenir ville ambassadrice du don d'organes. La municipalité de Bézieux a décidé de soutenir cette action. Aujourd'hui, 11 avril 2023, j'aurai l'honneur de signer, conjointement avec le docteur Éric Bulleux-Haussmann, ici présent, président de l'association Transhépat Hauts-de-France, représentant le collectif Grève Plus et le collectif d'associations pour le don d'organes et la transplantation, le CADO, Hauts-de-France, la charte qui marque l'engagement et le soutien de la commune de Bézieux auprès de ce collectif. Ainsi, notre commune deviendra la première ville ambassadrice du don d'organes de la métropole européenne de Lille, du département du Nord, mais également de la région Hauts-de-France. Et j'espère que nous serons bientôt suivis par de nombreuses autres communes du département, de la région. Pour marquer notre engagement, nous poserons 5 panneaux. Ville ambassadrice du don d'organes, tel que celui que vous pouvez découvrir sur la cheminée. Nous les poserons aux principales entrées de la commune, qui sont au nombre de 5. Et nous organiserons, le samedi 17 juin prochain, un après-midi informatif, culturel et festif, destiné à promouvoir la démarche à quelques jours du 22 juin, qui sera la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe, et de reconnaissance aux donneurs. L'objectif poursuivi avec la pose de ces panneaux est d'interpeller et sensibiliser le plus grand nombre de personnes traversant la commune, et ils sont très nombreux, comme vous le savez, de sensibiliser le plus grand nombre de personnes sur le sujet du don d'organes, en les incitant à entamer une discussion en famille, car bien que nous soyons tous receveurs, tous donneurs, il est important, pour ne pas dire essentiel, d'informer ses proches que l'on n'est pas soi-même opposé au don d'organes en cas de mort cérébrale, afin qu'ils puissent retranscrire cette décision au corps médical. Plus le sujet du don d'organes sera évoqué et promu, plus la culture du don sera diffusée, plus le nombre de donneurs dans notre pays augmentera, sauvant ainsi plus de vies. Je donne la parole au docteur Bulleux-Haussmann, qui a lui-même bénéficié d'un don d'organes et qui va nous présenter la démarche plus en détail. Et au nom de la municipalité de Bézieux, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence aujourd'hui à nos côtés et pour votre accompagnement dans notre démarche de signature de la charte. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Et moi, je tiens particulièrement au nom de Transhépat, mais aussi du collectif Grève Plus et du CADO, à vous remercier d'être cette première ville pour pouvoir commencer à parler dans les Hauts-de-France, et on va voir pourquoi c'est important, du don d'organes et d'arborer maintenant ce ruban vert que l'on voit ici, qui est un signe important, c'est le signe de tous donneurs, tous receveurs. Alors, je vais vous rentrer un petit peu plus dans les détails pour vous expliquer un petit peu c'est quoi un don d'organes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont méconnues sur le don d'organes, et ça va me permettre de rentrer un petit peu plus sur la définition, mais aussi comment on veut faire et pourquoi on veut faire le connaître, le ruban vert. Alors, ce ruban vert, c'est tous donneurs, tous receveurs, un lien qui nous unit tous. Comme on va le voir ensuite, pourquoi ce ruban vert? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de rubans. On parle du ruban rose pour le cancer du sein, qui est arboré lors du mois rose.
On parle du ruban rouge pour le sida que beaucoup ont porté au moment. Donc les rubans sont un peu à l'honneur. Et on voulait faire développer ce ruban vert et que tout le monde puisse le connaître, le reconnaître, que tout le monde puisse l'arborer en disant on est tous donneurs, tous receveurs. C'est important, pourquoi ? Parce qu'il a été développé au sein du collectif Greffe Plus, et je vais revenir un petit peu sur le collectif. Au sein du collectif Greffe Plus, on travaille avec l'Agence de la biomédecine pour pouvoir avoir un signe distinctif et pouvoir faire la promotion. Vous allez voir que la promotion est importante. Aujourd'hui, on va voir que beaucoup de gens encore décèdent sans pouvoir bénéficier d'un don d'organes. Donc si on veut sensibiliser les gens au don d'organes, il faut pouvoir déjà avoir un signe distinctif et en faire la promotion. Donc le fait qu'une ville telle que la vôtre devienne ville ambassadrice, avec un ruban vert qui sera à l'entrée de chacune des entrées de votre ville, va pouvoir permettre de stimuler à la fois les habitants, mais aussi toutes les personnes qui vont passer et qui vont se poser la question, c'est quoi ce ruban vert ? Et il faut qu'un jour, on n'ait plus de questions à se poser, c'est quoi le ruban vert, et que chacun sache ce qu'il est. Alors ce ruban vert, c'est pas n'importe lequel. Il a été déposé, il a une forme, une couleur qui ont été posées INPI, c'est un brevet, donc il ne peut pas être copié. Il a des couleurs très précises, et donc le but, c'est de l'arborer le plus souvent possible. Alors je vous ai dit que c'était le collectif Greffe Plus, vous en avez entendu parler tout à l'heure dans la présentation, et le cadeau. Alors c'est quoi le collectif Greffe Plus ? Le collectif Greffe Plus, c'est au niveau national 9 associations qui se sont mis ensemble pour développer des actions pour pouvoir avoir la gestion de la transplantation en France et aussi la gestion du don, c'est-à-dire plus de dons pour plus de transplantation. Dans ces associations, vous avez des associations de greffés du rein, des France Rein, l'association Grégory Le Marchal, que tout le monde connaît, puisque tout le monde a entendu et connu Grégory Le Marchal, qui est décédé faute de pouvoir avoir une transplantation en temps. La Fédération des associations pour le don d'organes et de tissus humains, qui s'appelle la Fédération ADOT, les ADOT, il y a un ADOT par département. La Fédération des greffés du cœur et ou poumons. La Fédération nationale des maladies transplantées hépatiques, c'est la mienne, c'est Transhépat. Moi-même transplanté du foie depuis 6 ans. Il y a d'ailleurs ici plusieurs personnes qui le sont. Association Vaincre la mucoviscidose, même si aujourd'hui, avec les nouveaux traitements de la mucoviscidose, ils vont de moins en moins vers la greffe, néanmoins ça reste un traitement pour certains. La Fondation Greffe de Vie, l'association Maris pour la vie, qui est une association relativement peu connue ici, puisqu'elle est vraiment sur la région PACA, qui est une association de familles de donneurs d'organes, et l'association LAFDO, qui est elle-même aussi une association française familiale du don d'organes, mais qui est sur la région de Montpellier. Donc toutes ces associations sont mises ensemble pour pouvoir faire différentes choses. Quel a été leur rôle ? D'abord d'avoir un reconnu au niveau national et de pouvoir agir au niveau national. Et nous avons fait les premières assises nationales du don d'organes le 14 octobre 2021 à Paris. Et nous avons monté un manifeste, plus de prélèvements pour plus de greffes, qui a aussi été utilisé par l'ABM pour élaborer le plan greffe 2022-2026. Acteurs au niveau de différentes instances, puisque nous intervenons régulièrement dans différentes instances, en particulier, par exemple, au niveau de l'audition pour adopter le plan greffe, nous avons été convoqués au Sénat et écoutés par les sénateurs pour savoir ce que nous pensions de ce plan. Donc, initiateur du ruban vert, je l'ai dit tout à l'heure, et aussi initiateur de ce beau projet que sont les villes ambassadrices du don d'organes. Parce que si demain, toutes les villes adoptent tout ce panneau, que tout le monde connaît le ruban vert, tout le monde sera sensibilisé au don d'organes, et qui veut dire sensibiliser, veut dire qu'il y aura peut-être plus de prélèvements parce que moins de gens vont s'y opposer. Je vous ai parlé aussi de l'association du cadeau, c'est-à-dire cette association Greffe Plus qui existe au niveau national, nous avons voulu aussi la mettre régionalement. Donc chaque région est en train de se constituer des groupes, alors des régions sont déjà très constituées, les Hauts-de-France le sont, donc nous avons créé un collectif qui reprend 11 associations. En plus de celles que je vous ai dit tout à l'heure, nous avons ajouté l'association CID, qui est une association des personnes greffées des îlots de Languéran. Alors vous allez me dire, je ne sais pas ce que c'est.
Greffer des îlots de Langerhans, il faut savoir que c'est une technique qui a été développée par le CHU de Lille, qui est maintenant pratiquée à Lille, Montpellier et Strasbourg, et qui permet, grâce à un donneur décédé, puisqu'on va prendre son pancréas, on va le couper en morceaux, on va récupérer les cellules, on va pouvoir les injecter à quelqu'un qui est diabétique. Et il n'est plus diabétique. Donc demain, ça va être une grande démultiplication si on peut faire ça. Donc aujourd'hui, cette technique qui est lilloise en plus d'origine, il faut pouvoir aussi la promouvoir. Et je ne reviendrai pas sur les autres associations puisque vous les avez là. Alors si on revient un peu en quelques mots, il faut savoir qu'en 2022, 5494 greffes d'organes solides ont été réalisées, dont 533 l'ont été de donneurs vivants. Alors je vais tout de suite parler dons vivants, dons morts encéphaliques. Le don du vivant, c'est un organe qui est prélevé sur quelqu'un de vivant pour être greffé à quelqu'un. Aujourd'hui, il n'y a que 2 organes qui peuvent subir ce type de greffe. C'est le rein, on en entend souvent parler, et c'est le foie dans certaines conditions. Les autres organes, par définition, ne peuvent pas être pris à quelqu'un de vivant pour être greffé sur quelqu'un de vivant. Parce que soit ce sont des organes uniques, je prends le cas du cœur, on ne peut pas enlever le cœur à quelqu'un pour le greffer à l'autre, la personne ne vivra plus. Donc, dans ces organes, il y a très peu de gens qui sont éligibles, et pas assez, parce qu'on n'en parle pas assez, mais c'est un autre problème. Il y a eu 3360 greffes rénales, il y a eu 1294 greffes hépatiques, 411 greffes cardiaques, 334 greffes pulmonaires, 8 greffes cœur et poumon, 70 greffes du pancréas, une greffe d'intestin. Donc comme vous voyez, c'est pas mal, mais ce n'est pas encore suffisant. Pourquoi, vous allez me dire? Parce que ça me paraît déjà énorme. On va revenir tout à l'heure sur un chiffre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 28 000 personnes qui sont sur les listes d'attente de greffe. Donc 5 000, c'est peu. Et cette liste, elle va en augmentant par rapport au nombre de greffes avec une grande différence. Donc on se trouve dans une situation souvent critique. On fait aussi des prélèvements de tissus, un tout petit peu différent de l'organe solide, c'est-à-dire qu'on va prendre les cornées. La cornée, c'est la petite peau qui se trouve au-dessus de votre œil et qui peut rendre la vue à quelqu'un qui est devenu aveugle dans certaines conditions. Quand on a un kératocome, par exemple, où on a une déformation de l'œil et de la cornée, on va pouvoir enlever sa cornée et lui remettre une cornée pour qu'il puisse voir. Donc ces cornées sont importantes. On va prendre des artères, on va prendre des valves. Certaines personnes ont des problèmes avec une valve cardiaque. On peut aller chercher une valve de porc, mais aussi prendre des valves naturelles. Donc ces valves peuvent être prises. On peut prendre des veines. On peut prendre de la peau. Quand vous êtes un grand brûlé et que l'on a besoin de faire de la greffe de peau, parfois, pour cicatriser, on va prendre de la peau humaine. On va prendre de l'os. Alors vous allez me dire, une greffe d'os? J'imagine pas. On prend un fémur, on va le regreffer un fémur. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. On peut prendre des parties d'un os, mais on peut aussi combler de l'os qui en détruit en prenant un autre os humain. C'est de la matière humaine, hein, c'est de la matière vivante. Donc il nous faut une matière vivante. Je rappelle sur la loi. Que dit la loi aujourd'hui sur le don d'organes? C'est simple, vous allez me dire. Pourquoi on fait tout ça? Puisque la loi, elle dit, on a un consentement présumé. C'est-à-dire qu'on est tous donneurs, sauf si on s'est inscrit sur un registre du refus. Ce registre du refus est détenu par l'ABM. Et donc, pourquoi faire tout ça, puisqu'on est dans cette situation? Alors, vous pouvez aussi émettre votre refus auprès, vous pouvez l'écrire sur une lettre et le garder avec vous. Vous pouvez aussi le dire à un proche. Vous pouvez le dire à votre médecin traitant en disant « Non, moi je ne veux pas qu'on me prenne d'organes ». Et tout ça, c'est la loi du 29 décembre, c'était 1967, qui a été complétée par 2 lois qui donnent ce caractère. C'est pas aussi simple que ça, on va le voir. Et je rappelle que, bien sûr, le don d'organes est gratuit, pas de mercantilisme, hein, on n'achète pas un organe, et anonyme. C'est-à-dire que quand on donne un organe, on ne sait pas qui est le receveur, et les receveurs ne savent pas qui est leur donneur.
C'est complètement anonyme. Alors, vous allez voir des films américains où vous rencontrez des familles de donneurs et des familles de receveurs qui se reçoivent. Ça, c'est pas la législation française. Hein. On peut écrire. Nous, en tant que greffier, moi je suis greffier depuis 6 ans, on peut écrire à la famille du donneur, mais vous passez par l'agence de la biomédecine et votre courrier ne doit contenir aucune information pouvant vous identifier. Et ça sera transmis à la famille, et la famille peut vous répondre toujours par le même circuit. Et d'ailleurs, les familles seront toujours informées tous les ans de si les personnes qui ont reçu un organe par rapport à leur fils, à leur femme, à leur mari et tout, sont toujours vivants ou pas vivants. C'est l'information qu'ils auront tous les ans. Alors, je rentrerai un petit peu plus dans le détail après, mais je pense qu'il était plus simple de vous passer un petit film qui est très court, mais qui va vous donner un petit peu comment ça se passe. Parce que quand on le décrit comme ça, c'est pas très factuel. Et ce petit film qui a été fait par l'équipe de prélèvement d'organes, c'est-à-dire que quand on a dans un hôpital, on a ce qu'on appelle une équipe PMOT, prélèvement multi-organes et transplant et tissus. Ces équipes sont des infirmières, des médecins qui sont dans un hôpital et qui vont assurer, quand quelqu'un décède, d'informer, la personne est décédée, est-ce que vous êtes pour ou contre? Alors ça ne se passe pas comme je suis en train de vous le dire là, hein, il y a beaucoup plus de formes, et qui vont obtenir le consentement et qui après vont s'occuper de tout. Donc c'est plus simple que de vous expliquer, de vous passer un petit peu ce petit film. Donc c'est un film qui s'appelle « Comment j'ai sauvé des vies », film de sensibilisation d'organes qui est produit par l'unité de coordination de prélèvement d'organes et de tissus du CHU de Grenoble-Alpes par le biais de l'association Adogar et la société Millimétrage. Salut! Je sais que le titre du film vend du rêve, mais je suis désolée. Je vais devoir plomber l'ambiance directe. Je suis morte ce matin à 10h54. Je m'appelais Emma et j'avais 19 ans. J'habitais pas loin de Grenoble où j'avais passé toute mon enfance. J'étais étudiante en psychologie et j'attaquais ma 2e année. Je jouais de la basse depuis le lycée et je venais d'intégrer un groupe de rock. J'avais une sœur et des parents carrément cool, avec qui je m'entendais super bien. Plein de potes et un petit ami depuis pas longtemps. J'avais des projets plein la tête et une furieuse envie de changer le monde. Mais voilà, ça s'est pas passé comme prévu. À me voir comme ça, on dirait pas que je suis morte. J'ai encore le teint frais et mon cœur bat toujours. Mais mon cerveau ne répond plus et ne répondra plus jamais. Ce sont ces machines qui me permettent de respirer. Je suis dans un état de mort encéphalique, appelé aussi mort cérébrale. Salut, sas de l'Isère, j'écoute. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de mort arrive très rarement. Ça représente à peine 1% des cas de décès à l'hôpital. Ça peut arriver suite à des traumas crâniens, des noyades, des AVC et d'autres types d'accidents qui peuvent te détruire le cerveau. Mais je suis pas là pour te parler de comment je suis morte. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce que je veux te raconter, c'est comment j'ai sauvé des vies. Après. À mon arrivée à l'hôpital, j'ai été accueillie par l'équipe de réanimation. Ils ont lancé des tas d'examens pour voir s'ils pouvaient me sauver. Ils ont tout tenté, mais c'était déjà trop tard pour moi. Ils sont arrivés à la conclusion que mon cerveau était mort. C'est pas vraiment un scoop, mais sans cerveau, on peut pas vivre, malgré tout le reste. Alors lorsqu'une personne se trouve dans mon état, les médecins peuvent lancer une procédure de don d'organes. Je le savais pas, mais en France, il y a environ 25 000 personnes qui sont en attente d'un don d'organes pour pouvoir vivre mieux, plus longtemps, ou vivre tout simplement. Et ben moi, je pouvais en aider 6 ou 7. Ouais, je sais, c'est dingue. Un mort qui peut sauver 7 vies. La raison principale qui me pousse à te raconter mon histoire,
c'est qu'on est tous potentiellement donneurs d'organes à notre mort. Là où ça coince, c'est que très peu de gens se posent la question de ce qu'ils voudraient faire de leurs organes s'ils mourraient. Normal. Moi-même, je pensais pas à ça quand j'étais en pleine forme. Donc bien sûr, tu le vois venir, je n'avais rien dit à ce sujet, ni à mes parents, ni à ma sœur, ni à personne. Eh ben, je vais encore te balancer une évidence, mais le problème, quand on est mort, c'est que c'est trop tard pour donner son avis. Et c'est toujours pour ceux qui restent que c'est le plus difficile. Voilà, c'est le moment où ma famille apprend que je suis morte. Je sais, c'est chaud, mais accroche-toi, c'est pas fini. À la suite de ça, l'infirmière coordinatrice demande à ma famille si je m'étais exprimée sur ma volonté de donner ou non mes organes après ma mort. Mais bim, t'imagines la prise de tête énorme que ça ajoute à l'instant présent ? Alors que mes parents et ma sœur sont sous le choc et qu'ils doivent commencer à surmonter l'insurmontable, ils doivent en plus se demander ce que j'aurais souhaité faire de mes organes à ma mort. C'est pas fou, ça ? L'infirmière les rassure en leur précisant que mon corps leur sera rendu comme si de rien n'était pour mes funérailles, comme après une opération. Elle les accompagne du mieux qu'elle peut, mais là, ma famille est complètement à l'ouest. Elle n'écoute qu'à moitié. Ma sœur était sûrement la personne qui me connaissait le mieux. Je suis sûre que quelque part, au fond d'elle, elle sait ce que j'aurais voulu. Mais merde, si j'avais su, j'aurais pu lui en parler avant pour qu'elle n'ait pas à se poser cette question. Pour certaines familles, dans une telle situation, c'est vraiment très difficile d'imaginer ce qu'aurait souhaité la personne décédée. Mais dans mon cas, ma famille a dit oui. Ils ont dit oui parce qu'ils savaient que j'aurais voulu donner un sens à ma mort en sauvant d'autres vies. Là, l'infirmière les rassure une nouvelle fois. Ils peuvent rentrer à la maison, se reposer et reprendre des forces. À partir de maintenant et jusqu'à la fin du prélèvement, elle va s'occuper de moi et s'assurer de tout. Quand tout sera terminé, elle les appellera. À partir de là, ça va tellement vite. Les médecins le savent. 4 heures pour greffer un cœur, 6 heures pour les poumons, 8 heures pour un foie, 18 heures pour les reins. Ça se passe comme dans un film d'action. Des taxis, des trains, des avions, des sirènes, des spécialistes en costume. Une course contre la montre pour sauver des vies. Et tu sais quoi ? L'héroïne, c'est moi. Et mes acolytes, c'est eux. Normalement, personne ne sait jamais qui est le donneur et à qui vont les organes. Ça reste confidentiel pour plusieurs raisons. Mais là, pour le film, et parce que franchement, ça fait 5 minutes que je te sens tendu, se dire qu'on a sauvé une personne à Lyon, une autre à Bordeaux, et prolongé l'espérance de vie de 3 personnes à Dijon, Nancy et Marseille, c'est quand même pas mal pour une fille de 19 ans partie trop tôt. Alors on va pas se mentir, j'aurais préféré vivre ma vie, mais bon, sur ce coup-là, j'ai pas trop eu le choix. Alors quitte à partir en avance, autant finir en beauté. Donc voilà, je voulais te raconter comment j'ai sauvé des vies. Donc voilà, c'était plus simple de vous montrer ce film qui est assez poignant. C'est une fiction, hein, qui est assez poignante, mais qui montre bien toutes les étapes, et en particulier une importance capitale, c'est d'en parler. On a dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs types de dons d'organes. Les donneurs. Donc les donneurs, mort encéphalique, dont on parle dans la vidéo, ou mort cérébrale, c'est 2994 personnes recensées en 2022.
mais seulement 1459 personnes ont été prélevées. Le Maastricht 3, 609 patients recensés et 235 patients prélevés. L'âge moyen des personnes prélevées est de 57 ans. Alors, on va discuter un petit peu de ces chiffres. Premièrement, le Maastricht 3, pour vous expliquer un petit peu, mort cérébrale, je pense que maintenant c'est acquis pour tout le monde, vous mourrez dans certaines conditions, c'est-à-dire que votre cerveau est mort, mais le reste de vos organes sont vivants. Donc c'est une rupture d'anévrisme, c'est un AVC, c'est un accident de la voiture, c'est une noyade ou des choses comme ça. Et votre cerveau est entre guillemets cuit, mais le reste est vivant. Donc ça, c'est la mort cérébrale. Le Maastricht 3, dont on parle un peu moins, mais qui se développe de plus en plus, ce sont des gens qui sont maintenus artificiellement en vie, en espérant des traitements qu'on maintient parfois des années, et au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit que c'est plus possible. Donc c'est des gens qu'on va décider à arrêter un moment de maintenir en vie. Et donc dans ces décisions-là, on peut faire comme si c'était une mort cérébrale, c'est-à-dire décider de donner les organes ou pas. Donc ça, c'est le Maastricht 3. On a aussi, je n'ai pas parlé ici, du don du vivant. On a vu tout à l'heure que 533 greffes de reins ont été faites sur le don du vivant et 22 greffes de foie. Alors le don du vivant, c'est à partir du moment où vous avez quelqu'un qui peut être de votre famille ou pas. La législation a beaucoup été élargie maintenant pour ça. Avant, il fallait obligatoirement que ce soit quelqu'un de la famille pour pouvoir donner un don du vivant. Aujourd'hui, il faut simplement pouvoir prouver que l'on a 2 ans de relation étroite. C'est-à-dire, ça peut être un ami qui peut vous le donner. Alors pourquoi on dit 2 ans de relation étroite? Pour éviter ce qu'on a dit tout à l'heure, le mercantile, que vous trouviez quelqu'un et que vous l'achetiez pour qu'il puisse vous donner un organe. Alors un don d'organe du vivant, ça ne se fait pas comme ça. Il y a toute une procédure, ça demande presque 2 ans pour y arriver, parce que vous allez voir des psychiatres, vous allez voir pas mal de monde et tout, pour vous assurer que tout se passe bien, ça se passe devant un juge et tout. Mais c'est aussi un moyen de pouvoir avancer et de sauver des gens. À la fois pour les insuffisances rénales, des gens qui vont aller en dialyse 4 ou 5 fois par semaine et qui demain vont retrouver une vie presque normale, je dis presque normale, puisqu'on a quand même des traitements immunosuppresseurs. Dans la crève du foie, qui est relativement peu développée en France, parce qu'elle est beaucoup plus contraignante, dans le sens où le foie est un organe qui est très hémorragique, donc c'est-à-dire qu'il va saigner beaucoup. Prendre un morceau de foie à quelqu'un de vivant pour le greffer à quelqu'un d'autre, c'est un peu plus compliqué. Donc il y a beaucoup plus de risques opératoires. Que quelqu'un qui a 2 reins, on va lui prendre un rein, on va fermer les tuyaux, puis l'autre rein va prendre la fonction et il n'y aura pas de problème. Le foie, on va en prendre une partie, ça peut saigner. Puis après, il faut que les tuyaux puissent se raccorder facilement, comme on dit, avec la personne qu'on va faire. Donc c'est toujours un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus réservé aux enfants, parce que quand on est dans une greffe... Alors il faut savoir à peu près qu'il y a entre 310 et 320 enfants qui sont sur les listes d'attente. Et c'est beaucoup plus facile parfois, pour des tailles et des morphologies, de greffer un morceau de foie à un enfant, parce qu'il ne va pas recevoir un foie d'adulte, ça ne va pas tenir. Et donc, on peut faire des greffes aussi partielles mère-enfant ou père-enfant ou un proche enfant. En général, c'est père ou mère. Alors, tous ces greffes, on n'en a pas parlé dès le départ, il faut une compatibilité. C'est-à-dire qu'on ne prend pas un organe à A pour le donner à B s'ils ne sont pas compatibles. Et ça, la compatibilité, elle est importante. Les personnes en attente de greffe. Je vous ai dit tout à l'heure, 28 200 personnes sont inscrites sur la liste, dont 10 810 sont sur la liste active. Alors c'est quoi la liste active par rapport à la liste? La liste active, c'est ceux qui peuvent du jour au lendemain être greffés. La liste d'attente, c'est ceux qui doivent être greffés et qui sont inscrits sur la liste. Mais par exemple, quand vous avez un problème infectieux, quand on vous découvre un cancer, quand on vous donne, on vous retire temporairement de la liste. Et donc, vous n'êtes plus dans la liste active parce que ça veut dire qu'au moment où on va voir un donneur, vous ne serez pas dans la capacité de pouvoir le recevoir. Mais il y a quand même 10 810 personnes qui sont sur la liste active. Bon, je vous ai dit tout à l'heure 200 enfants enregistrés par an sur la liste d'attente. Aujourd'hui, on est presque plutôt autour de 310. Et pourtant, avec tout ça, on a vu la législation, on a vu qu'on a essayé de faire de plus en plus de greffes. On a quand même 1000 personnes qui sont décédées l'année dernière sur la liste d'attente. Et c'est ça qu'on voudrait diminuer.
qu'on puisse avoir moins de refus et que l'on puisse le donner. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on fait l'étude au niveau national, on a 33,7% de taux de refus. Ça veut dire qu'une personne sur 3 refuse, enfin une famille sur 3 refuse le don d'organes pour ses enfants. Je vous rappelle, si vous êtes vraiment en refus, vous pouvez vous inscrire sur un registre. Aujourd'hui, sur ce registre, sont à peu près enregistrées 465 000 personnes sur 67 millions d'habitants. Ça laisse quand même beaucoup de gens qui sont potentiels. Et pourtant, on est quand même à ce 33,7% à fin 2021. Il faut savoir que dans les Hauts-de-France, on est une des régions qui tenons un record, et pas un bon record, puisqu'on est la région, avec la Guadeloupe, qui avons le plus de taux de refus. Juste avant l'Île-de-France qui vient derrière nous. On est à plus de 40% de refus, ça veut dire que presque une personne sur 2 refuse. Donc il faut communiquer. Le baromètre, pourtant, il y a l'ABM, l'Agence de la biomédecine, fait tous les ans une étude pour savoir comment est perçu le don d'organes. Et quand on étudie le dernier baromètre qui est sorti en 2022, 28% des Français spontanément citaient la loi de biomédecine. Donc ils savaient que ça existe. 80% sont en faveur du don d'organes. 91% pensent qu'il est important que ses proches connaissent leur position quand on les interroge. Néanmoins, 54% se sentent concernés. Bon, ils disent ça m'arrivera jamais, ou parfois il y a des fausses barbes, on va les voir. 47% en ont parlé à leurs proches. Alors vous voyez la différence ? 91% qu'il est important que les proches les connaissent, mais seulement 47% en ont parlé aux proches. Et 22% ont des fausses barbes. Alors quelles peuvent être les... Alors, je répondrai à toutes vos questions après, mais je vais vous donner quelques fausses barbes. Souvent, la question, elle est dit « Oh mais moi je suis trop vieux, je ne peux plus donner de sang, je ne peux plus donner d'organes. » C'est faux. Il n'y a pas de limite d'âge. La personne la plus âgée qui a été prélevée avait 95 ans. À 95 ans, on lui a pris 3 organes. Ces 3 organes, qui étaient les 2 reins et son foie, ces reins ont permis... Alors c'est sûr qu'on ne va peut-être pas greffer le rein de quelqu'un de 95 ans à quelqu'un de 10 ans. Mais si vous allez en dialyse, que vous avez 75 ans, que vous allez 5 fois par semaine en dialyse, passer 4 heures à ce qu'on vous change votre sang, et qu'on vous permet de faire une greffe du rein, où vous allez retrouver une vie normale et que vous récupérez une espérance de vie beaucoup plus longue, parce qu'il faut dire que c'est épuisant, la dialyse, vous avez sauvé la qualité de vie de personnes. Donc c'est important de le savoir. 95 ans, pas de limite d'âge. Donc on prélève de la naissance à 95 ans, il n'y a pas de limite d'âge. Deuxièmement, ah oui, mais moi j'ai déjà eu la question tout à l'heure, ou des choses comme ça. Moi j'ai une telle pathologie, j'ai déjà fait un infarctus, j'ai un cancer, des choses comme ça, je ne peux plus donner. Non, c'est faux. C'est pas vous qui déciderez. C'est les médecins, en fonction de vos traitements, de vos pathologies, qui décideront lequel de vos organes, ou est-ce que tous les organes peuvent être prélevés. Peut-être qu'on en prélèvera 1, peut-être qu'on en prélèvera 7, peut-être qu'on n'en prélèvera pas du tout parce que vous ne pourrez pas, mais au moins, vous aurez fait l'action de pouvoir le faire. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de fausses barbes. Alors, il y a une autre fausse barbe que je vais lever tout de suite. Beaucoup de gens, quand je discute avec eux, puisque je fais pas mal de choses, et les gens viennent me voir, ils me disent « Ah oui, mais moi, je ne veux pas donner mes organes et tout », parce qu'ils font une confusion entre le don à la médecine, le don à la science et le don d'organes. C'est 2 choses totalement différentes. Le don d'organes, c'est vous allez donner, comme vous avez vu la jeune fille ici, on va prendre de vos organes pour les greffer à quelqu'un d'autre. Mais c'est une opération. On rend le corps comme si vous aviez subi une opération. Même si on vous prend la cornée, qui est la petite peau qui est au-dessus de votre œil, on vous mettra une prothèse. On va vous mettre une cornée artificielle. On rend un corps qui est totalement identique. Le don à la médecine, le don à la science, on vous rend le corps dans une boîte en charpie. Puisque c'est les étudiants qui ont appris à travailler dessus. C'est 2 choses différentes. Donc ça, déjà. Après, il y a le mercantilisme. Ah oui, mais je ne veux pas qu'on aille vendre mes organes. Je vous le rappelle tout à l'heure, anonyme et gratuit. On ne vend pas ses organes. Donc, je vais un petit peu être un peu plus rapide que ma diapo. Donc, 33,7% du refus, 40% dans les Hauts-de-France, et qu'il va falloir quand même qu'on fasse quelque chose. Et c'est une affaire de tous. Alors, comment faire pour évoluer les choses ? Premièrement, en parler autour de soi. Il est hyper important, même si vous savez que vous êtes donneur d'organes, de le partager et de connaître la position de vos proches.
Est-ce qu'aujourd'hui, dans la salle, quels sont ceux qui connaissent la position de leurs proches sur le don d'organes? Qui en a déjà parlé en famille? Souvent, c'est déjà pas mal, souvent, on me dit « Ah oui, mais moi je ne veux pas parler de la mort. Je ne veux pas parler de la mort avec mon père, avec ma mère, avec ma femme, ou des choses comme ça. » Mais non, on ne parle pas de la mort, là, on parle de la vie. C'est dans le cas où ça arrive. On ne va pas mourir parce qu'on l'a dit. Porter et promouvoir le ruban vert, parce que moi je peux vous dire, c'est ma légion d'honneur, hein, moi, je le mets le matin quand je me lève. Je l'ai sur ma veste, je l'ai sur mon pull, je le mets surtout, j'en ai même en dessous, j'ai encore une chemise, et j'ai le ruban vert sur la chemise. Donc, le ruban vert, je l'ai tout le temps, et ça interpelle, hein. Je peux vous dire, les gens dans le train, n'importe où, ils vous disent, mais je connais le rose, je connais, à la limite, il y a quelques couleurs encore qui sont un peu plus connues, mais le vert, je ne sais pas, et je leur explique, et du coup, ça commence à avancer. Il faut sensibiliser les enfants, les jeunes, parce que intervenir dans les lycées, intervenir dans les collèges pour leur expliquer c'est quoi le don d'organes, c'est aussi avancer dans le fait qu'on puisse en parler de plus souvent. Moi, je fais beaucoup d'interventions dans les lycées et je peux vous dire que les jeunes, ils sont très réceptifs. Et quand on discute avec certaines familles qui ont vécu ça, qui ont accepté que leurs enfants puissent être prélevés, c'est souvent des familles dont on en a parlé au lycée, que les enfants sont rentrés, on en parle à la famille, et du coup, le jour où ça arrive, ben, ils respectent la volonté de l'enfant. Sachez que quand vous en parlez autour de vous, vous allez enlever un poids à vos proches. Hein. Parce que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, quand personne n'en a parlé, qu'on arrive et qu'on vous dit ben, la personne est décédée, alors que ce n'était pas prévu, hein, un accident de voiture, un accident de moto, tout ça, c'est pas prévu. Et puis que dans la même attitude, vous devez prendre la décision du don d'organes, je peux vous dire que les gens, ils sont pas dans la situation de dire oui tout de suite. Ça peut expliquer une partie du refus. Donc il est important d'en avoir parlé avant, et du coup, ils respectent la volonté et ça en fait parler. Alors, il y a une journée qui est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe, et de la reconnaissance aux donneurs, c'est le 22 juin. Donc s'il y a un jour où vous devez en parler, c'est bien le 22 juin. Le jour où vous devez arborer, moi je l'arbore tous les jours, le ruban vert, mais c'est au moins le 22 juin. Et c'est plus simple d'en parler en disant, tiens, aujourd'hui c'est la journée, le 22 juin, c'est la journée du ruban vert, on pourrait peut-être en parler. Ça peut être un moyen d'aborder le sujet. Les villes ambassadrices, c'est aussi un moyen d'en parler, parce qu'à partir du moment où ils vont voir le ruban vert, et où les villes s'engagent à faire des actions pour pouvoir parler du don d'organes, c'est un moyen aussi de faire. Il ne faudrait pas oublier, je ne l'ai pas mis dans la présentation parce que c'est un petit peu un sujet à part, c'est le don de moelle osseuse. Le don de moelle osseuse, c'est un petit peu différent. C'est comme un peu un don du vivant, puisqu'on va vous prendre de la moelle et on va permettre de l'injecter à quelqu'un qu'on va mettre en aplasie. Alors c'est dans les cas des leucémies, alors on en parle souvent parce que quand il y a un enfant qui fait la une des réseaux sociaux, souvent on en entend parler. Et ça, c'est très particulier, parce que pour pouvoir donner de la moelle osseuse, il faut avoir moins de 35 ans pour s'inscrire sur le registre. Là, pour le coup, il faut s'inscrire sur un registre. Il faut avoir moins de 35 ans et vous pouvez être appelé jusqu'à 60 ans. Donc c'est important de pouvoir aussi en parler. Mais je ne vais pas en faire le sujet d'aujourd'hui, ça pourrait être un jour un sujet rien que sur cette thématique-là. Donc la ville ambassadrice, ça a été une grande opération de communication lancée en France sur le don d'organes. Ça a été soutenu par le corps médical, c'est soutenu par l'Agence de la biomédecine. Je rappelle que dans l'émission de l'Agence de biomédecine, il y a la gestion de ce don d'organes et en particulier la gestion de tout ce qui tourne autour des centres de prélèvement. Alors ils ont d'autres missions que ça. La Fondation de l'Académie de médecine et aussi l'Association des maires de France, qui va faire bientôt une information à tous les maires de France pour pouvoir sensibiliser sur le don d'organes. Alors à ce jour, vous êtes 5 villes qui avaient signé en France pour le don d'organes. La première a été une petite ville du 42, Lorette, pas la Lorette qu'on connaît, celle du 42. Ensuite, il y a 2 villes dans le 73, Saint-Foy-la-Tarentaise et Servolex-Morlaix. Alors j'ai un peu de mal toujours avec les noms. Il y a une ville aussi qui a signé, qui est à Morvillard, qui est dans le 90, dans le territoire de Belfort. Il y en a une autre qui a signé il y a 2 jours à Gardanne, dans le 13. Donc vous voyez, ça avance, ça avance, ça avance.
Ici, dans les Hauts-de-France, vous êtes la première ville qui va apposer son panneau. Une autre ville a aussi mis en place plein de manifestations et va devenir ville ambassadrice. C'est la ville de La Couture, dans le 62, côté de Béthune. Elle-même, déjà, a opté et on fait pas mal d'actions dans ce domaine-là et une ville ambassadrice. D'autres villes vont suivre et vont en prendre le pas. Le 12 mai, je serai avec la mairie de Saint-Laurent-Blangy à Arras pour faire aussi devenir que Saint-Laurent devienne une ville ambassadrice. Voilà, je les ai cités, ils sont là. Alors, merci à Bézieux d'avoir relevé ce défi. Merci au conseil municipal de l'avoir voté, puisque je l'ai vu en direct, enfin pas en direct, mais en retransmission, l'unanimité sur cette action. Merci à Bénédicte qui a porté ce projet dans la commune. Je sais qu'elle est très, très concernée. Et je suis très content, en tant que représentant de Transepad, de Greffe Plus, du Cadeau, de pouvoir vous aider dans cette action. Et on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir développer les actions qui pourront se faire sur la commune. Donc je vous ai dit, résumé, en parler à vos proches en famille, porter le ruban vert, promouvoir le don d'organes et donner des bonnes informations. Ça, c'est important. Il existe même une petite application que vous pouvez télécharger sur vos téléphones. Pour sauver des vies, il faut l'avoir dit, ça s'appelle don d'organes, don de vie. Et avec cette petite application, vous pouvez renvoyer à vos amis, à vos proches, en disant que vous êtes pour le don d'organes, pour les sensibiliser. Voilà. Et maintenant, je serai prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation. On sent que la motivation et puis l'implication totale. Hein. Oui. Oui. Il faut simplement, si je parle un tout petit peu de moi, il y a 6 ans, on m'a laissé 1 mois à vivre. On m'a dit, vous avez 3 semaines à 1 mois de vie, si on ne vous trouve pas un organe. Vous savez, quand on vous dit ça, vous avez beau être médecin, c'est dur à entendre. J'ai bénéficié de cette greffe. Donc depuis 6 ans, et j'ai encore de nombreuses années à vivre, j'ai décidé de donner de mon temps pour ça. Puisque ce temps devait m'être privé il y a 6 ans, aujourd'hui on m'en donne. Et je pense qu'il est important, c'est une bataille, c'est important d'en parler, et important que demain, tout le monde connaisse le ruban vert et que tout le monde puisse se positionner sur le don d'organes. Peut-être qu'on pourra diminuer ces 1000 personnes qui sont décédées l'année dernière sur la liste d'attente, et c'est à peu près constant tous les ans. Hein. C'est entre 900, 1000, 1085. Et deuxièmement, on a de plus en plus de gens qui rentrent sur cette liste d'attente. Peut-être qu'on pourra aussi diminuer la liste d'attente. Parce que la liste d'attente, elle augmente très vite. La liste du don augmente beaucoup moins vite. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai été clair? Bon. N'hésitez pas, hein, parce que il n'y a pas de questions stupides. Hein. Il y a souvent des fausses barbes ou des choses comme ça, on ne sait pas, on n'a pas connu. Pour poser les questions, parce qu'après j'essaye d'être le plus précis possible, mais parfois... Vous savez, j'en entends de toutes, hein, des questions, quand je suis en tête à tête avec des gens. Hein. Juste pour savoir un peu votre collectif, actuellement on parle beaucoup du choix de sa fin de vie, oui. Etc. Votre collectif est actif en son sein, parce que, je veux dire, quelqu'un qui choisit, l'euthanasie, si la loi peut passer, etc., là, il y a aussi des possibilités peut-être d'obtenir... On va rentrer dans une dimension où, bien sûr, les gens qui ont choisi ça se fait dans d'autres pays. Hein. Oui. Les gens qui vont en euthanasie dans d'autres pays peuvent décider de donner leur organe, et leurs organes peuvent être prélevés. Hein. Ça se fait. En France, vous savez que c'est interdit. Alors, ce n'est pas de l'euthanasie tout à fait. Hein. Il y a 2 niveaux dans la législation. Hein. Il y a le droit de mourir dans la dignité, et l'euthanasie, c'est 2 choses différentes. Hein. Voilà, c'est 2 choses différentes. Alors, nous, on laisse aux gens, vous savez, c'est comme pour le don d'organes, chacun a le droit de choisir comme il veut. C'est clair que nous, on ne va pas se positionner pour l'un ou pour l'autre, puisque c'est à nos adhérents ou aux membres des associations de prendre leur position. Donc, on ne peut pas, on va pas dire qu'on va favoriser cette loi, parce que demain, on va nous dire, vous favorisez cette loi parce que vous voulez récupérer plus d'organes. Donc, la situation, c'est 2 choses différentes.
Autre question? Peut-être si tu peux, Eric, préciser un petit peu, parce que c'est vrai qu'au niveau du don d'organes, par exemple, Alexandre, notre petit homme de mois qui a eu il y a un an une greffe de foie, on pense que ça vient d'un donneur adulte, normalement. Mais il y a des cas où finalement, pour qu'un enfant, je prends le cas d'un enfant qui a besoin d'une greffe, pour certains organes, en fait, il faut vraiment un enfant, un donneur enfant. Oui. C'est quels organes qui sont concernés par un... Ben, il y a simple, hein, c'est simple. On a parlé tout à l'heure du don d'organes. Du don, il faut savoir que entre la compatibilité, qui est vraiment un problème d'histologie, de savoir si vous n'allez pas faire un rejet. Donc on va choisir des organes qui sont le plus compatibles pour que vous ayez moins de chances de faire un rejet. Donc ça, c'est une chose. Parfois, mais il y a une autre question, c'est la stature. Si vous avez un monsieur qui fait 1 mètre ou 1m90, qui fait 120 kg, donc il va avoir des organes en proportion. Si demain, il faut greffer un enfant comme Alexandre, qui a 1 an, qui est tout petit, vous n'allez pas prendre le cœur de quelqu'un qui fait 1m90 pour le mettre à un enfant. Donc il y a aussi le côté stéréotype de la personne, le côté de la place qu'on va pouvoir y faire. Donc il faut savoir que on doit tenir compte de ça aussi. Donc souvent, les enfants, parce que je vous ai dit, hein, l'âge de prélèvement, c'est de la naissance à 100 ans, il n'y a pas d'âge. Donc les enfants qui décèdent, c'est très compliqué, hein. J'imagine très bien des parents qui perdent un enfant à 1 an ou à 2 ans d'accepter le don d'organes. Dans sa tête, il faut être préparé à l'avance, d'où l'intérêt d'en penser un jour, qu'est-ce qu'on ferait, quoi. Mais c'est aussi de sauver des enfants. Parce que ces enfants sont beaucoup plus difficiles à faire greffer que des adultes. Alors il y a des scores, on en a parlé tout à l'heure. Quand on veut être greffé, il y a un score qui vous permet de déterminer votre ordre sur la liste de greffe, en fonction de votre état de santé, en fonction de paramètres biologiques, en fonction de la compatibilité, en fonction aussi de votre morphologie. Si vous êtes une dame qui fait 33 kg et puis que vous avez un monsieur de 1m90, c'est pareil, les organes ils ne vont pas forcément rentrer dedans. Donc il faut tenir compte que pour qu'un cœur ou que les poumons ils puissent se développer, il faut que ce soit dans une cage qui corresponde. Donc il y a aussi tout ça. Donc ce score est établi et on a par exemple les enfants qui sont prioritaires dans ce genre de score. Ils ont des points supplémentaires parce qu'ils deviennent prioritaires. Et en fonction de ces points, vous allez être sur la liste d'attente ou pas. Alors vous pouvez être le deuxième, mais vous pouvez être appelé quand même parce que, par exemple, le premier a une infection et du coup il est sur la liste, il est plus sur la liste d'actifs, mais sur la liste temporaire. Et puis vous pouvez être appelé. Alors il faut savoir que quand on est en attente de greffe, comme on l'a tous, comme on est là, certains à l'avoir été, on ne doit pas être à plus de 2 heures de son centre de greffe. C'est-à-dire, pendant toute l'attente que vous êtes en attente de greffe, vous ne pouvez plus vous éloigner à plus de 2 heures de votre centre de greffe. Je prends le cas de Lille, il ne faut pas que vous soyez à plus de 2 heures de Lille, il faut que vous puissiez arriver dans les 2 heures si on vous appelle. Il faut que vous gardiez un téléphone avec vous, des moyens de communication jour et nuit, parce que vous pouvez être appelé à n'importe quel moment. Et vous vous rendez en urgence au centre. Donc c'est aussi important. Alors il y a des gens, moi j'étais greffé en urgence, mais il y a des gens qui attendent parfois 1 an et demi, hein. Donc c'est quand même une vie un peu particulière de savoir qu'on ne peut pas être à plus de ça. Si vous acceptez, si vous voulez partir et que vous sentez, vous allez sortir temporairement de la liste active. Et vous ne serez pas prioritaire dans le temps. Vous ne serez pas prioritaire dans le temps. Donc, j'ai une amie qui a été greffée d'un rein à Lyon et là, c'est pareil, c'était surtout aussi en fonction de la compatibilité. Oui, tout à fait. La compatibilité, c'est la chose la plus importante. Hein. La compatibilité. On ne greffera jamais un organe non compatible, parce que là, à la fois, entre guillemets, vous perdez l'organe, c'est une chose, mais deuxièmement, c'est que vous mettez en danger le receveur. Parce que si vous lui greffez un organe qui n'est pas compatible, il va faire un rejet et du coup, il peut décéder. Et là, pour le coup, la compatibilité est hyper importante. C'est pour ça que vous avez vu, hein, dans le petit film, la structure qui est derrière pour aller très très vite, 4 heures hein, pour un cœur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on décide de le prélever, au moment où on va être greffé, il faut que les 2 équipes soient bien raccordées et tout se fait jour, nuit, il faut que tout le monde soit prêt ça voyage par train, par avion, les ambulances sont prioritaires, enfin... tout le système qui est fait pour pouvoir vraiment faire une course, hein, pour pouvoir faire une course.
Donc ça, c'est hyper important de le mesurer, quoi, de mesurer tout le travail qui est fait aussi par les coordinations là-dessus. Tout ce qui est greffe de bras, mains, comme il y a eu, je crois, il y a quelques années, d'un visage, c'est pareil. Oui. C'est considéré comme mon organe. Oui, alors c'est une greffe très particulière, hein, puisque ce sont des greffes qui sont faites, mais il y a besoin d'une compatibilité, de stéréotypes aussi, parce qu'on ne va pas greffer une grosse main sur une main quelqu'un, il faut qu'elle soit compatible avec l'autre main. Enfin, là, ce n'est pas encore des choses qui se font de façon à grande échelle, quoi. C'est vraiment des centres, et on n'est plus dans l'urgence, là. Parce que les gens qu'on va greffer, c'est des gens qu'on a là, qui sont en attente, et puis après qu'on va décider de les greffer, c'est des situations un peu plus particulières. Mais il y aura un système d'immunosuppresseur. Il faut savoir que quand on est greffé, on vous donne un traitement immunosuppresseur à vie. C'est-à-dire que pendant toute votre vie, vous allez vivre avec des médicaments pour éviter de faire un rejet. Ces médicaments sont de différents types. Parfois, on peut en avoir 1, 2 ou 3, avec des effets secondaires. Ces effets secondaires peuvent être du simple à très compliqué, peuvent vous donner des insuffisances rénales, c'est-à-dire que vous pouvez être sauvé qu'une greffe, puis demain vous vous retrouvez en dialyse parce que les médicaments qu'on vous a donnés ne sont pas compatibles. Enfin, on bousillé votre rein. Ça se voit de moins en moins parce que l'arsenal thérapeutique de tous les médicaments est de plus en plus grand. Et que, moi par exemple, je prends mon cas, on a dû changer 3 fois mon traitement d'immunosuppresseur pour que j'ai un immunosuppresseur avec qui je vis bien. Mon premier traitement, j'étais comme ça. J'arrivais plus à écrire, j'arrivais plus à me verser un verre, je pouvais plus rien faire, je tremblais tout le temps. Donc on a changé pour me mettre un autre traitement, à qui j'ai fait toutes les complications de ce traitement, jusqu'à un jour me retrouver sous oxygène parce que je pouvais plus respirer, mes poumons étaient atteints. Donc là on m'a dit on arrête celui-là, c'est plus possible, on vous en met un autre. Et depuis je vis avec un médicament, avec une vie normale. On a des restrictions bien sûr, qui sont plutôt des restrictions alimentaires. On n'a pas le droit au pamplemousse, par exemple. C'est pas ce qui est plus pénalisant dans une vie de ne pas pouvoir boire ou manger de pamplemousse. On n'a pas le droit au millepertuis. Alors, à part si vous êtes un accro de la tisane, c'est aussi quelque chose qu'on apprend très vite. Et puis, bon, après, il faut faire attention. En particulier, nous, pour le foie, par exemple, on fait très attention aux fruits de mer ou des choses comme ça. Se coller une hépatite A sur un foie greffé, c'est pas l'idéal. Donc, mais sinon, on n'a pas vraiment de contre-indication majeure. On s'oublie plus nos pathologies antérieures, que les pathologies qu'on a avec la greffe. D'autres questions? Oui. Et le nombre de donneurs par rapport aux 20 dernières années, il augmente quand même ou pas? Non. Non. On a encore beaucoup de reflux. Bon, toujours un peu, puisqu'on arrive à augmenter un peu le nombre de greffes. Alors, il faut savoir que les 3 années de Covid ont été mortelles. Aujourd'hui, on n'est pas revenu au niveau où on était en 2017. En 2017, on faisait plus de greffes qu'on en fait aujourd'hui. Là, on remonte, on repart un peu sur la tendance, mais on en est loin d'avoir retrouvé le niveau, quoi. Mais je pense qu'il doit y avoir beaucoup plus d'acceptation de greffe chez des adultes que pour des enfants, parce que quand on est parent chez des enfants, pour son propre enfant, on a toujours cet espoir, parce que la médecine fait aussi des progrès, heureusement. Oui, enfin. Donc on a toujours aussi l'espoir qu'ils s'en sortent, voilà, même si, parce que mort cérébrale, quand on n'est pas dans le domaine. C'est pour ça que c'est important d'expliquer ce qu'est la mort cérébrale. La mort cérébrale, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte et tout, c'est le cerveau ne fonctionne plus et le reste des organes fonctionnent. Et on les maintient artificiellement en vie. Alors, on ne dit pas, vous avez une mort cérébrale comme ça parce que vous avez des beaux yeux. Il y a des examens qui sont faits. Ces examens sont faits pour prouver la mort cérébrale. On fait des électroencéphalogrammes qui vont montrer que votre cerveau il est plat. On ne va pas décider. Et c'est vrai pour un enfant comme pour un adulte. Mais peut-être que l'acceptation est plus compliquée si on n'en a pas parlé avant, quand on parle de son enfant qui a 3 ans, que de son papa. Mais vous savez, la douleur est aussi importante, même chez les adultes, et parfois plus compliquée encore aussi. Parce que vous avez aussi le poids des familles à côté, des parents, des grands-parents, des beaux-parents. Moi j'ai vu une dame qui me disait « j'ai dû me battre avec ma belle famille parce que mon mari était donneur et mes beaux-parents ne voulaient pas ». Donc j'ai tenu bon et puis du coup je me suis un peu brouillé avec ma belle famille. Et c'est compliqué. Et ça, les infirmières de coordination, une fois que vous avez ce genre de choses, elles s'arrêtent, elles ne vont pas plus loin. Le but, c'est pas d'aller mettre
Alors qu'on pourrait très bien dire, la législation ne vous pose pas la question, on prend, quoi, hein, ça réglerait le problème. Mais vous voyez, c'est pas aussi simple que ça. Comment se situe notre pays Comment se situe la France par rapport aux Bonne question, celle-là. Ah, on est très mal. Une bonne question. Vous prenez l'Espagne, l'Espagne est à 17% du taux de refus. La moitié. Moitié. On n'a pas certains pays où, justement, comme vous disiez, on ne demande pas l'avis aux familles. Non, c'est pas tout à fait comme ça, c'est un peu plus... Il y a premièrement des cultures du don, si je prends le cas de l'Espagne, la culture du don est un peu différente, et puis il y a un organisme aussi avec une sensibilisation plus importante, une formation plus importante, parce que c'est pareil aussi, il faut former les infirmières de coordination. C'est pas une banale infirmière qui vient vous dire, c'est des gens qui ont été formés avec la psychologie et tout, quoi. C'est un sujet quand même qu'on aborde pas facilement. Donc on a une vraie culture du don et on pu mettre en place pas mal de choses. En Belgique, par exemple, vous avez nous en France, on a un registre du refus et on est tous présumés donneurs. En Belgique, c'est un peu plus compliqué que ça. Enfin, c'est pas plus compliqué, c'est plus facile pour eux. Eux, vous êtes présumés donneurs, mais il y a un registre du refus et un registre du don. C'est-à-dire que vous pouvez forcer en vous inscrivant sur le registre du don en Belgique. Donc, c'est-à-dire que je discutais justement avec une Belge qui me dit « Mais oui, mais moi, mes parents, ils sont contre. Et comme j'ai pas de frères et sœurs, je veux faire valoir ma voix, donc j'ai été m'inscrire comme quoi j'étais donneuse. Parce que comme c'est moi qui me suis inscrit, ils pourront pas aller contre. » Donc, ce que je vous ai dit. Hein. Alors, on dit aux familles, vous avez vu la question, c'est « Est-ce que vous savez si votre fils, votre mari, votre père, a un jour émis l'idée qu'il était contre le don d'organes ?» On ne leur demande pas quel est votre avis. On demande l'avis de la personne. Si la personne n'a jamais émis son avis, 3/4 du temps, c'est l'avis de votre avis à vous qui va présumer. Ou vous êtes dans une situation pas simple et vous allez dire oui, il l'a dit. Alors on vous fait écrire comme quoi, mais vous savez, c'est quand même compliqué, hein, c'est une situation dramatique quand même. Et, Eric, est-ce que tu connais ou est-ce que tu peux expliquer peut-être si tu as l'info, la position des différentes religions vis-à-vis du don d'organes? Parce que ça aussi, on pourrait se dire par rapport à... Ah, elle est simple. Nous avons interviewé toutes les religions. Les imams, les pasteurs, les bouddhistes. Toutes les religions nous confirment que rien n'interdit le don d'organes. Ce qui n'est pas tout à fait vrai quand on discute avec les gens. Souvent, c'est des fausses barbes. Moi, j'ai déjà discuté, par exemple, avec des musulmans, en particulier avec une musulmane, une fois, qui m'a dit « Non, moi, ma religion est contre. » Alors moi, j'ai dit « Ok, dites-moi un peu, dans les versants coraniques, quel est le verset qui est contre, citez-moi, parce que ça m'intéresse. Moi, comme j'ai discuté avec un imam, et que j'ai discuté, et il m'a dit qu'il n'y avait rien, alors moi, ça m'intéresse de savoir. Et souvent, là, les gens, ils ne savent pas, quoi, parce que c'est plutôt une fausse barbe. La seule, alors après, c'est mon interprétation à moi, est-ce que c'est une religion ou pas, c'est les témoins de Jéhovah, qui eux ont plutôt une position systématiquement contre. J'ai une question également, le phénomène de la problématique des rejets qui avait été fortement mise en avant dans les toutes premières greffes du cœur, notamment à la fin des années 60. Aujourd'hui, vous en avez parlé, aujourd'hui c'est résolu. Alors ça existe. Ça peut être aussi un frein, ça, en disant non. Il faut que ça marche. Quoi. Non, ça existe, le rejet ça existe. Hein. Vous savez, un corps il réagit. Hein. Par contre, on a de plus en plus de traitements pour éviter de regreffe. C'est-à-dire que dans les traitements immunosuppresseurs, il y a des traitements qu'on va augmenter de façon importante pour éviter les rejets. Après, on peut avoir des rejets chroniques. Ce sont des gens qu'on va mettre avec un traitement particulier parce qu'eux sont un petit peu en rejet chronique. Mais ce n'est plus ce que c'était au début où on disait un rejet égale mort. Quoi. Rejet, ça ne veut pas forcément dire mort. Ça veut dire qu'il faut être adapté. Alors on est suivi médicalement de façon importante. Hein. Alors il faut savoir que quand on est sous immunosuppresseur, pour les greffer cette fois, on a beaucoup de risques. Parce que qui dit immunosuppresseur dit suppression de notre immunité. Qui dit suppression de notre immunité dit premièrement qu'on peut choper toutes les infections qui traînent. On l'a vu dans le Covid. Hein. En plus, on ne faisait pas d'anticorps. D'où les organes solides, on n'a pas développé d'anticorps contre le Covid. Donc moi-même, j'ai fait 2 fois le Covid en faisant un vaccin tous les 6 mois. Donc ça, c'est le problème des immunosuppresseurs. Deuxièmement, qui dit immunosuppresseur dit cancer. On développe énormément de cancers. Donc on est suivi comme le lait sur le feu.
pour nos cancers. C'est-à-dire qu'on a une visite de dermato tous les ans. C'est assez fréquent qu'on voit des cancers de peau apparaître chez les gens qui sont sous immunosuppression. D'ailleurs, on n'a pas le droit de se poser au soleil. On doit se protéger du soleil, exprès pour ne pas développer de cancer. Donc, c'est des contraintes, mais on est vivant. Et puis, on vit une vie bien. Donc, on l'accepte avec ces contraintes-là. Y a-t-il encore des questions? Alors, je voudrais simplement dire une chose, pour que vous reteniez dans votre tête, vous avez 5 fois plus de chances d'être greffé que d'être donneur d'organes. Vous avez vu tout à l'heure que pour être donneur d'organes, c'est des conditions très particulières. Par contre, il ne faut pas les louper, ceux-là, entre guillemets. Mais vous avez 5 fois plus de chances qu'un jour, vous ayez besoin d'un organe. Hein. Ça aussi, il faut le mettre dans sa tête. Et que le jour où vous aurez besoin d'un organe, vous direz « Ah ben, si j'avais sensibilisé plus, peut-être que j'en aurais un plus facilement. » Je crois que ça peut... C'est une belle conclusion, je pense. Ben, merci beaucoup. De rien. Docteur. Il nous reste à signer la charte d'engagement. Je vous donne le stylo de la mairie. J'avais dit que j'allais la lire quand même, ça peut être intéressant. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, charte ville ambassadrice du don d'organes. La commune de Bézieux, représentée par son maire, M. Philippe Limousin, le collectif Greffe Plus, représenté par M. Éric Bulle-Haussmann, conviennent d'un commun accord de signer cette charte. Préambule. Le don d'organes est un magnifique geste de fraternité. Cependant, malgré tous les efforts des associations militantes, des équipes de professionnels et du ministère de la Santé, le nombre de greffes réalisées chaque année reste insuffisant. L'objectif est donc de promouvoir le don d'organes par toute action permettant d'informer nos concitoyens sur cette belle cause de solidarité, afin d'augmenter le nombre de greffes et réduire les décès dus au manque de greffons, en développant une véritable culture du don à l'intérieur de la commune, promouvant le ruban vert, symbole du don d'organes et de remerciements aux donneurs et à leurs proches. Objectif de la charte. Pour atteindre ces objectifs, la commune de Bézieux se propose, sans engagement contractuel de sa part, de devenir ville ambassadrice du don d'organes, VADO, avec le soutien du collectif Greffe Plus, en installant à ses principales entrées un panneau VADO et en le tenant toujours visible. Il est proposé, à la discrétion de la commune, de pouvoir intensifier ce soutien par différentes actions complémentaires, telles que mettre en place un arbre de vie, lieu de recueil en remerciement aux donneurs et leurs proches, ouvrir les écoles en lien avec l'éducation nationale aux associations afin de diffuser les informations auprès des élèves avec le soutien des professeurs, diffuser via les bulletins et médias municipaux une information auprès des concitoyens sur l'importance de parler en famille du don d'organes, réaliser une manifestation ou information le 22 juin, journée nationale du don d'organes, et le 17 octobre, journée mondiale du don d'organes, en y conviant les médias locaux ou en s'associant à un événement organisé à proximité de ces dates, ou des actions spécifiques à définir ensemble. Le collectif Greffe Plus s'engage, selon ses possibilités, à apporter l'aide nécessaire à la réalisation de ces actions, avec notamment la mise à disposition d'outils de communication et de bénévoles. Fait à Bézieux, le 11 avril 2023. C'est bon. Ça fait un peu. Voilà, c'est signé, nous voilà engagés. Alors la suite de cette petite cérémonie, je pense qu'on peut peut-être d'abord commencer. Déjà peut-être faire une petite photo avec notre Petite photo. beau panneau. Et dans tous les cas, pour les personnes que ça intéresse, nous allons découvrir un panneau à l'une des entrées de la commune qui est du côté de Chéran, la rue de Ville, en provenance de Chéran. Quand on rentre à Bézieux, on va découvrir un panneau qui est actuellement installé là où il va rester visible.